Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 13 octobre 2024. Vendredi, le monde entier a célébré la journée internationale de la fille, journée instituée pour reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Selon les chiffres de l'Organisation des Nations Unies, près d'une fille sur 5 ne termine toujours pas le premier cycle de l'enseignement secondaire et près de 4 filles sur 10 ne terminent pas le second cycle de l'enseignement secondaire. Alors qu'en est-il des droits à l'éducation des filles et surtout leur protection contre les abus sexuels en milieu de formation et d'apprentissage? Quel état des lieux peut-on faire au Bénin en matière de la protection et l'épanouissement des filles? C'est le principal sujet de discussion avec l'invité de la semaine. C'est un sociologue de la sexualité humaine, Calix Wedé, sera avec nous. On parlera également sport avec cette grosse performance de l'équipe nationale de Maracana à la Coupe du Monde Côte d'Ivoire 2024. Les guépards maracaniers ont manqué de justesse le sacre lors de la confrontation avec les éléphants. Nous ferons le bilan de cette brillante participation avec l'entraîneur Juste Danso qui sera également avec nous sur ce plateau. Harmonie est notre artiste de la semaine. Et si on donnait la paix, c'est la dernière signature de la slameuse. Morceau à découvrir. Morceau donc, qui a été sorti dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la paix. Un chef-d'œuvre à découvrir au cours de notre entretien. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand il sonne 13h. Si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, les militants du bloc républicain de la 13e circonscription électorale expriment leur indignation suite à la tentative de déstabilisation du pays le vendredi 11 octobre 2024. Ils ont organisé une marche pacifique pour faire donc savoir leur position et en même temps réaffirmer leur soutien au ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane. On en parle dans un instant. On parlera également de la célébration de la journée internationale de la fille à l'occasion. Les lycéennes porteuses d'un plaidoyer ont été reçues par la présidente de l'Institut national de la femme. Plus jamais de coup d'État au Bénin. Leur position est désormais claire. Les militants du bloc républicain de la 13e circonscription électorale ont dit leur amertume face à ce coup visant la déstabilisation du pays. Ils l'ont fait savoir à travers une marche pacifique organisée vendredi dernier à Djougou. Occasion pour réaffirmer leur soutien au ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane et au président Patrice Talon. Reportage. 2 semaines après la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les populations de la 13e circonscription électorale sortent enfin de leur silence. Mobilisées autour des autorités politico-administratives et cadres du bloc républicain, elles viennent ici condamner avec la dernière énergie ce qu'elles qualifient de projet sordide et ordurier pouvant mettre à mal les acquis démocratiques et ordres institutionnels institués depuis des décennies. On ne peut pas admettre qu'aujourd'hui, un groupuscule puisse dire qu'ils vont confisquer le pouvoir par la force. Après avoir situé le contexte de cette mobilisation, la marche pacifique a démarré. Au carrefour central de la ville de Djougou, point de chute de cette mobilisation, une déclaration de soutien au président Talon est lue par Abdoul Sattarou. Nous, population de Djougou, condamnons avec la dernière rigueur toute velléité de remise en cause du processus démocratique béninois décidé à la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Rappelons à toutes les Béninoises et à tous les Béninois que le fondement même de la conférence nationale était la proscription à jamais des coups d'État au Bénin et la dévolution du pouvoir par les urnes. Après de longues années d'attente et de revendications parfois violentes de génération en génération, le président Patrice Talon a concrétisé, comme pour le repos de l'âme de grands-parents, l'élection de Djougou en chef-lieu de département. La route Djougou-Banikwara, inespérée, est en cours de réalisation.
Le marché de Djougou trône fièrement au cœur de la ville. Le nouveau stade de Djougou est construit et est opérationnel. Nos enfants mangent un repas chaud à l'école. La commune de Djougou est ouverte par l'électrification conventionnelle et solaire, comme il n'a jamais espéré auparavant, etc. etc. C'est alors normal que nous, population de Djougou, nous posions en défenseurs de ceux qui ont fait cela pour nous. C'est pour cela que nous réaffirmons notre soutien absolu et indéfectible au gouvernement de la rupture et son chef, le président Patrice Talon, pour leurs actions et surtout dans l'épreuve effroyable qu'ils traversent. La présence effective des ténors du BR dans la 13e circonscription électorale aux côtés de ses militants et sympathisants à la base prouve à suffisance leur attachement à la préservation des acquis démocratiques. Par cette mobilisation, la 13e circonscription électorale témoigne ainsi sa proximité et sa solidarité au chef de l'État et à son gouvernement. Toujours sur cette même affaire, on va quitter Djogo pour prendre la direction de Boycon. C'est dans la 23e circonscription électorale. À la manœuvre, là encore, les militants du bloc républicain, donc des communes de Boycon, Aboumé, Djidja et Agbaïzou, dans une déclaration commune, ils ont dénoncé l'acte et renouvelé leur soutien au chef de l'État, Patrice Talon. Suivez. Après la tentative de coup d'État de septembre 2024 déjouée, le Bénin, notre cher pays, a évité de justesse un drame. Alors qu'il vient d'arpenter le chemin éprouvant du développement sous l'impulsion d'un chef d'État particulièrement ambitieux et visionnaire, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, dont les impacts de progrès imprimés à notre nation sont essemés et invisibles dans tout le pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous, responsables de la coordination BR de la 23e circonscription électorale, entourés de toutes les forces politiques de notre région sous la bannière du bloc républicain, dénonçons avec véhémence les putschistes ainsi que leurs manœuvres de déstabilisation. Le Bénin, la poule aux œufs d'or de la sous-région, mérite que ses fils et filles l'entourent plus que jamais de leur sollicitude constante afin que le développement éclatant dont il est aujourd'hui l'incubateur puisse finir de s'enraciner définitivement pour l'épanouissement de ses enfants et son rayonnement international. C'est pourquoi nous voudrions réaffirmer au chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, notre soutien franc et sincère et notre attachement indéfectible aux idéaux de la rupture. Nous voudrions rassurer le chef de l'État que Dieu, qui est justice et amour, ainsi que les membres de nos ancêtres, forment une véritable cuirasse de sécurité autour de sa personne, sa famille et les institutions de la République pour que l'œuvre gigantesque de développement du Bénin et sa révélation au monde entier qu'il a entamé se poursuivre dans le respect de l'ordre constitutionnel. Nous invitons donc le peuple béninois en général, les hommes politiques du Bénin, toutes tendances confondues, en particulier à la patience et au respect des valeurs démocratiques, seule garantie de triomphe d'un Bénin prospère et moderne. Les divinités ne peuvent en aucun cas accepter. Donc, il faut que le président soit sûr de toute sa population. Il faut qu'il ait la confiance totale. Je m'en vais dire qu'il faut qu'il ne regarde pas derrière pour aller de l'avant. Il faut toujours regarder devant. Il doit aller toujours de l'avant, jamais en arrière. Parce que tout le monde voit ce qu'il est en train de faire. Notre Bénin a été voilé depuis des années. Donc c'est ce président qui est venu pour enlever totalement la voile.
Autre chose à présent, la deuxième édition du Forum international du cadre de vie a été officiellement lancée vendredi dernier. Un rendez-vous de décideurs et d'experts ayant en partage les thématiques liées au cadre de vie qui est dédié à l'exploration des solutions en vue de bâtir un avenir urbain et durable, donc épanouissant. La cérémonie de lancement officiel du FIC 2024 s'est tenue à Cotonou en présence de José Didier Tonato, ministre du cadre de vie, et Ablay Biochane, ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Reportage. Les acteurs professionnels du secteur du cadre de vie sont à nouveau réunis à Cotonou pour discuter des solutions adéquates en vue d'un cadre de vie durable. Cette rencontre entre ces différents acteurs s'inscrit dans la droite ligne de la 39e journée mondiale de l'habitat célébrée le 7 octobre 2024. Elle se présente comme un espace décomplexé d'examen de toutes les idées et contributions, particulièrement citoyennes dans la perspective d'un avenir urbain qui répond aux besoins de toutes les générations. Nous l'avions annoncé l'année dernière. Le ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable, souhaite impulser un cadre dynamique de concertation inclusive, positive et créative autour des problématiques de la ville, autour des problématiques du cadre de vie au sens large à travers ce forum, le Forum international du cadre de vie. Au cours de cette deuxième édition du Forum international du cadre de vie, les différents participants vont bénéficier d'une expérience enrichissante et inspirante autour des conférences captivantes, des ateliers interactifs et de plusieurs panels et tables rondes. Ici, un accent particulier est mis sur le thème de la 39e journée mondiale de l'habitat qui est axé sur le thème « Engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur ». Nous avions réservé une place centrale, comme l'a souhaité les Nations Unies cette année, à la jeunesse, que nous découvrons de plus en plus prolifique, créative, innovante et surtout vivante, mais également impatiente. Je veux donc nous appeler tous à consacrer une part importante de nos réflexions au sujet de la jeunesse et du développement de nos villes. Je veux donc pouvoir compter sur nous tous pour trouver des voies et moyens afin d'exploiter tout le potentiel de la jeunesse dans le cadre de la promotion d'un cadre de vie sain et durable. À l'issue de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, l'assistance a eu droit à une conférence inaugurale sur le thème « Libérer le potentiel transformateur de l'urbanisation en Afrique, quelle transition vers la durabilité ». S'en est suivi une table ronde autour du thème « Mobilité verte et urbanisme durable ». Dans le reste de l'actualité à présent, fin de l'atelier de capitalisation des acquis du projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest démarré le mardi 8 octobre à Cotonou. Les travaux ont été clôturés jeudi par l'élaboration d'un plaidoyer. Voici le reportage signé Hugues Vignibé. Très joli là. Très joli. Ça, c'est ma première chemise africaine. Réalisée au Bénin. On m'a dit que c'est réalisé au Bénin. Hein? Oui. Comme le whisky du baobab. C'est dans cette ambiance que s'achèvent les travaux de l'atelier de capitalisation des acquis du projet Variwa. Signe que les résultats ont comblé les attentes, notamment celles du partenaire, l'Union européenne. Je vous donne aujourd'hui mon engagement personnel afin de soutenir Variwa à Bruxelles. Le premier engagement, je l'ai déjà pris et réalisé dans le sens que les 23 et 24 octobre, la Commission européenne organise ici, dans cet hôtel à Cotonou, une conférence sur l'innovation et le rôle de l'enseignement supérieur. Et j'ai obtenu aujourd'hui que Variwa soit invité comme exemple concret d'expérience dans ce domaine. Pendant 3 jours, les parties prenantes ont passé au scanner les réalisations du projet Variwa,
bénéficier d'un renforcement de capacité sur la monétisation d'un brevet et édicter un document de plaidoyer. Nous avons fait le bilan. Et ce bilan nous montre que nous avons des contraintes, quelques contraintes. Ce bilan nous a montré qu'il y a quelques difficultés. Mais le plus important, c'est qu'on puisse pérenniser ce projet-là pour que le bénéfice de toute l'Afrique. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'élaborer un plaidoyer que nous avons préparé déjà, que nous allons affiner et que nous allons présenter au mois d'avril au Sénégal. Dans le déploiement d'énergie utile à la croissance de vos activités, pensez à ce monde universitaire qui est à votre disposition pour vous amener à des niveaux supérieurs qui dépassent le classique que nous connaissons. Pour rappel, ce projet est porté par l'Agence universitaire de la francophonie, soutenu par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec des structures sous-régionales opérant dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Et avant d'ouvrir le plateau invité, sachez que vendredi dernier, la présidente de l'Institut national de la femme a reçu des jeunes filles apprenantes des lycées agricoles du Bénin. Elles étaient porteuses d'un plaidoyer pour un avenir meilleur en faveur des filles, une démarche qui prend son fondement dans la célébration de la Journée internationale de la fille, édition 2024. Voici ce que ces filles sont allées dire à Huguette Bopé-Nyakadja. 4 jeunes filles des lycées agricoles d'Akolira, département du Mono, et lycée technique agricole d'Adjawere, département du Plateau, ont fait le déplacement de Cotonou pour présenter un plaidoyer à l'endroit de la présidente de l'Institut national de la femme. Kassavi Marie-Thérèse, Ouassi Immaculée, Dassou Mariette, Bagui Viviane sont venus porter la voix de la jeunesse féminine des lycées agricoles en exprimant les aspirations et préoccupations qui sont les leurs. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de la fille, dont le thème est la vision des filles pour l'avenir. De la redynamisation. Ce thème nous inspire à imaginer un avenir où chaque fille peut rêver et réaliser son plein potentiel. Un avenir où nous sommes actrices du changement dans nos communautés. Notre pays. Pour la réalisation de ces nobles ambitions, elle formule cette demande à l'endroit de la présidente de l'Institut national de la femme. Nous demandons la mise en place de bourses d'études et de logements adaptés pour les filles afin de leur offrir des conditions de formation plus favorables. 2. Sensibilisation à l'égalité de genre. Nous appelons à des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la perception sexiste des métiers agricoles afin de promouvoir la participation des filles dans ce secteur. Aux côtés des filles, pour appuyer ce plaidoyer, les responsables du projet Accès équitable du consortium Apritectra MRJC. Aujourd'hui, on s'observe la Journée internationale de la fille. Nous sommes venus ici avec les filles des lycées agricoles dans lesquels nous travaillons, où nous avions mis en place des cellules voix des filles qui constituent des cellules dans lesquelles les filles sont renforcées pour pouvoir défendre leurs intérêts. La requête de Kassavi Marie-Thérèse et de ses camarades met en outre l'accent sur la création d'un cadre et d'un environnement sûr pour faciliter l'accès des filles aux lycées techniques agricoles, la réduction des frais de formation, la promotion de modèles féminins, la diffusion d'informations sur les opportunités et les mesures de protection contre les violences basées sur le genre. Réceptionnant le document de plaidoyer, la présidente de l'INF, Huguette Bopé, fait des promesses. Vous avez parlé notamment de la sensibilisation à l'égard du genre contre les perceptions sexistes. C'est ce dont nous parlons. Pour cela, vous pouvez compter sur l'Institut national de la femme. Vous avez surtout parlé de mesures de protection renforcées contre les VBG et notamment de sensibilisation et de soutien psychologique. Je peux vous dire que l'Institut national de la femme est la structure la plus compétente
pour vous assurer cela. Les filles sont également reparties avec des conseils inspirants de la présidente de l'INF qui les exhorte à se préparer à un avenir où elles auront un rôle majeur à jouer. Effectivement, un rôle majeur à jouer, surtout quand elles sont protégées des abus sexuels. Quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène? Mesdames et messieurs, si vous voulez le savoir, ne raccrochez pas, gardez la même position. C'est un sociologue de la sexualité humaine qui vient nous en parler. On va installer Calix Wedé avec Actu sur le net. Réalisation Florence Bossa. Le dossier Steve Amoussou n'aura pas été vidé ce lundi 7 octobre 2024. À peine abordé à l'ouverture de l'audience que cette autre affaire, objet de toutes les attentions, a été renvoyée au 18 novembre prochain par la Criette. Aucun élément du dossier n'a été donc examiné, remettant à plus tard le sort qui est réservé à ce jeune web activiste interpellé il y a quelques semaines. C'est un report qui a fait réagir assez d'internautes. C'est à la justice de prouver que Steve Amoussou est frère Rouvi. Il faut interpeller ceux qui marchaient pour réclamer la libération du frère Rouvi pour une confrontation à défaut. Ces derniers seront considérés comme troublants à l'ordre public et seront traités comme tels. Qui suit ces conférences? Il les organise en ligne, sûrement pour ceux qui n'ont pas le courage de s'exprimer. Il n'est pas frère Rouvi. Pourtant, au début de l'affaire, ses avocats et autres ont crié haut et fort qu'il est bien frère Rouvi alias Steve Amoussou. Pourquoi ce changement? Même s'il était frère Rouvi en question, la manière dont il est arrivé à la justice a déjà biaisé la procédure. La justice commet une infraction en voulant condamner une autre. Dans les pays de droit, la recevabilité d'une preuve d'un accusé en tant qu'accusé est d'abord déterminée par la méthode employée pour les obtenir. En gardant la méthode ici, vous vous rendrez compte que nous ne sommes pas dans un sujet de droit, mais dans un sujet de loi. Pendant que les commentaires vont bon train, la communauté nationale et internationale retient son souffle jusqu'au 18 novembre, date de la prochaine audience pour connaître éventuellement le verdict de la Cour. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso interdit la diffusion de la saison 3 de l'émission The Bachelor. L'autorité de régulation juge l'émission de karaté stigmatisant pour la femme africaine, non protecteur de la jeunesse et contraire aux valeurs et aux mœurs du pays. L'émission The Bachelor est une télé-réalité au cours de laquelle des jeunes femmes célibataires vont à la conquête. Le Bachelor avec des astuces de séduction. L'émission est à sa saison 3 et diffusée tous les mardis sur Canal+ Pop. 21 candidates sont en liste, dont Eunice, la béninoise. À l'annonce de cette nouvelle interdiction, les réactions pleuvent sur les réseaux sociaux. C'est une décision salutaire pour la jeunesse burkinabé en particulier et pour les autres pays du monde en général. C'est important. Ça ne respecte pas nos cultures. Nous ne sommes pas en Europe ici. Si nous perdons nos valeurs, nous perdons notre dignité. Cette émission devait être bannie de tous les pays africains qui sont encore dignes pour l'honneur de l'Afrique et pour notre dignité. Cette émission dévalorise la crédibilité de la femme africaine. On a des principes et des valeurs à respecter. Une émission qui prône le contraire des valeurs. Depuis quand c'est à des femmes de compétir pour gagner le cœur d'un homme? Les autres pays devraient en faire autant. Cette émission fait une mauvaise valorisation de la gente féminine. Sur tout un autre plan, la TOA s'est particulièrement intéressée au 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu du 4 au 5 octobre 2024 dernier en France. À l'issue de ce sommet de la francophonie, trois enjeux majeurs ont marqué ce rendez-vous. D'abord, le thème du sommet « Créer, innover et entreprendre en français » a placé la question de l'emploi des jeunes au centre des discussions avec la volonté de créer des solutions concrètes, tant au sein de l'OIF que dans les États membres, pour offrir à la jeunesse des opportunités d'insertion professionnelle en langue française.
Ensuite, les nouvelles adhésions et le changement de statut de l'organisation créée depuis 1970. Et enfin, le multilatéralisme et la gestion des crises. Dans ce contexte de fragilité du multilatéralisme, le sommet a été l'occasion de réfléchir sur la plus-value de l'OIF dans la gestion des crises qui touchent l'espace francophone. Ayant suivi avec un grand intérêt les manifestations officielles marquant ce sommet, la plupart des internautes s'interrogent sur sa portée. Un moment fort de partage, de dialogue et de coopération entre les pays francophones du monde entier. C'est formidable de voir la France accueillir le 19e sommet de la francophonie après tant d'années. C'est une belle occasion de célébrer notre langue et notre culture. Les pays dans lesquels le français est tellement parlé, leurs économies sont faibles et ces pays font face à des guerres et troubles politiques. Pourquoi on ne développe vraiment pas ce projet qui pourrait être prometteur? La francophonie est une sorte d'aliénation culturelle des pays colonisés. Ce sommet aura lieu en vue de prendre une ascension fulgurante dans les États africains eu égard à leur régression dans les pays africains. Cette note de tristesse qui a meurtri bon nombre d'internautes cette semaine, il s'agit de la découverte au Canada de la jeune Congolaise disparue le 2 octobre dernier. Son corps sans vie a été retrouvé dans des circonstances non encore élucidées. Étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Alexandra Martine Diengo, âgée de 21 ans, n'avait plus donné de nouvelles depuis quelques jours. Selon les informations par les médias, le corps d'Alexandra Martine Diengo a été repêché par un pêcheur à la marina de l'île Saint-Quentin, où elle avait été vue pour la dernière fois. Cette information relayée sur les réseaux sociaux fait réagir plusieurs internautes. La communauté africaine s'est très engagée dans cette affaire d'Alexandra. C'est plus de 4 fois que les Congolais se retrouvent morts dans l'eau dans ces pays. Une autopsie et les services numériques doivent déchiffrer ces conversations sur les réseaux sociaux pour savoir si elle avait un rendez-vous avec quelqu'un. Mes condoléances à sa famille. Comment est-elle retrouvée là-bas dans l'île? Le plus grand problème, c'est de veiller sur nos enfants et leur éducation. Même à distance, si elle avait reçu une bonne éducation, elle allait jouer avec discrétion. La vision des filles pour l'avenir, c'est le thème de l'édition 2024 de la Journée internationale de la fille, journée instituée pour mettre l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et leurs droits. Au Bénin, quelle est la situation des filles? Les différentes lois votées pour les protéger sont-elles suffisantes pour gagner le pari? Quels sont surtout les facteurs qui favorisent les abus sexuels dont sont victimes les filles dans leur milieu de formation et d'apprentissage? C'est un sociologue de la sexualité humaine qui vient nous donner quelques éléments de réponse. Il est déjà installé sur le plateau du grand format. Monsieur Calix Rouedé, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. On va commencer avec la célébration de la Journée internationale de la fille, journée célébrée le 11 octobre de chaque année. Pourquoi pour vous? Quelle est l'importance donc de cette journée selon vous? Merci. L'importance n'est plus à démontrer dans la mesure où si vous prenez les statistiques au niveau du Fonds national de la population, pour ne pas dire dans l'ensemble des agences des Nations Unies, on voit que le statut de la personne de sexe féminin va de plus en plus dans une poursuite de décroissance. Ça veut dire que ça ne se porte pas bien. En matière politique, en matière économique, en matière sociale, on constate que la pauvreté dans tous ces aspects se retrouve au niveau de cette composante de la société. C'est fort de tous ces paramètres que les Nations Unies ont jugé utile que tous les acteurs puissent prendre du temps pour réfléchir sur la situation de la fille. Parce que c'est la fille d'aujourd'hui dans sa croissance qui demain sera la mère de la société, la mère d'un foyer du moins, et encore moins celle qui va aussi de plus en plus s'impliquer dans la vie publique. Puisque hier, la personne de sexe féminin était confinée seulement dans la sphère domestique. Donc il a fallu, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,
pour faire un peu de l'histoire, pour que de plus en plus on constate l'émergence des filles sur les sphères publiques, d'accord, encore moins dans la sphère politique qui a mis du temps pour pouvoir recruter les premières femmes dans les décisions politiques. Je donne juste l'exemple de mon pays. Et là, il fallait attendre 29 ans après l'indépendance que le Bénin puisse disposer d'une première femme ministre dans ce pays. Je vais nommer père à son âme Rafiatou Karim, père à son âme. D'accord. Alors, les filles qui sont les principales concernées par cette célébration, sont-elles suffisamment impliquées justement dans la journée? Non, la réponse c'est une évidence. Elles ne sont pas suffisamment impliquées dans la journée parce que, je le dis, la vie sociale et publique ne se réduit pas dans les grandes villes. Ça, c'est le paradoxe de la plupart des pays, surtout les pays au sud du Sahara, d'accord, où toute la réflexion, la plupart des activités se regroupent dans les grandes villes. C'est un dommage. Et la vision des filles pour l'avenir, je le disais, c'est le thème de cette célébration. Que peut-on comprendre justement à travers ce thème? Je pense que, sans pour autant aller dans les détails, quand vous prenez les ODD, il y a une place qui est faite pour la fille. D'accord? Mais cette vision, elle ne serait meilleure que si on essaye de la mettre dans les conditions requises. D'accord? Parce que là, si nous voulons atteindre tout ce qui est prévu au niveau des ODD, pour que la personne de sexe féminin se retrouve dans les meilleures sphères, dans les grandes sphères de prise de décision, et pourquoi pas dans le monde de l'enseignement, dans le monde sanitaire, tout ce qui peut susciter des compétences pour qu'on n'ait plus ce que j'appelle l'hégémonie masculine dans certains domaines. Je pense qu'il faut très tôt commencer par réfléchir sur cette vision. Je pense que le moment d'un tel thème est à justifier et le contenu encore moins. Une fille abusée sexuellement, a-t-elle encore des chances de réaliser cette vision? Non, pas du tout, dans la mesure où ce que j'appelle les obstacles dans l'atteinte de cette vision. Et ces obstacles, il faut pouvoir les identifier, trouver les acteurs et trouver les apports de solutions. Et à la matière, les abus sexuels en constituent, entre autres, des obstacles qu'il faille refuser, qu'il faille tout faire pour éviter que les filles soient victimes de ces obstacles. Et malheureusement, ça je lui pèse bien mes mots, c'est ce que nous constatons aujourd'hui, et ça dans toutes les sphères de la vie sociale. Que ce soit en milieu fermé, que ce soit en milieu formel, que ce soit en milieu ouvert, les filles ne passent pas inaperçues sans que, excusez-moi, des bourreaux masculins ne jettent pas l'air de volu sur ces filles que j'appelle des filles mineures. D'accord. Et puis, l'abus sexuel, comment est-ce que vous le définissez? Est-ce que lorsque on est en face d'une mineure, est-ce qu'il y a un consentement qui tienne? Non, je pense que je ne fais pas au coup de celui de la sexualité sur votre plateau, mais pour dire, la question de sexualité humaine dans une poursuite interpersonnelle ne peut recueillir que deux facteurs, pour ne pas dire deux conditions, à savoir le critère démographique et puis la question de consentement. D'accord? Le critère démographique, c'est d'abord la majorité sexuelle. Dans l'histoire des mœurs, la majorité sexuelle a connu une variation. Ce n'est pas le lieu d'étaler selon chaque pays, puisqu'il y a deux paramètres qui rentrent au-delà de la dimension biologique. À ce titre, au Bénin, c'est 18 ans. Sauf que, vous prenez le code des personnes de la famille, dans l'article 120, il y a une dispense qui est faite pour moins de 18 ans, mais là, il faut l'autorité parentale. Ça, c'est juste un élément de réserve à ce titre. Donc, il faut revenir pour savoir que ces abus se multiplient parce que les hommes n'ont pas trouvé de quoi trouver, en tout cas, n'ont pas trouvé mieux dans l'univers immédiat dans lequel ils se trouvent de jeter leur dévolu sur les filles qui sont en croissance. Je vous ai dit, la question de consentement n'est pas résolue, n'est pas requise quand la personne n'a pas encore 18 ans. D'accord. Oui, et l'arsenal juridique de mon pays en a largement parlé. D'accord. Quelles sont les causes de ce phénomène, justement? Les causes, d'abord, nous allons revenir sur un élément très important aujourd'hui. Je pense que j'ai vu le jour dans la ville de Cotonou. L'âge de la puberté, puisque quand j'étais au CEU de Sainte-Rita, on peut voir qu'au CEU de Sainte-Rita, en ce moment, les filles qui étaient dans nos classes, tout le monde tournait autour de 13 ans, 14 ans. D'accord? Et c'est dans nos échanges qu'on pouvait savoir que, tel est en règle. Mais aujourd'hui, il faut constater, les règles viennent de plus en plus précoces chez les filles. Autour de 11 ans, 12 ans, la plupart des jeunes filles aujourd'hui au Bénin ont déjà trouvé leur première menstrues. Donc, ce qui fait que j'appelle l'émergence d'une précocité de leur puberté. Et au-delà des menstrues, viennent aussi les caractères sexuels secondaires, d'accord,
qui s'exprime par les seins, les fesses et tout le reste. On ne va pas faire une description du corps de la personne, de cette féminine sur votre plateau. Donc voilà ce que j'appelle la croissance. Mais malheureusement, cette croissance est mal perçue par les hommes. Je le dis bien, je suis un homme, mais cette croissance est mal perçue par les hommes. C'est une croissance qui est en train de vouloir mettre tout le dispositif biologique, physiologique et psychologique en place pour qu'en son temps, la reproduction humaine soit une réalité. Mais, très tôt, on veut susciter le plaisir sexuel chez la fille. Ou bien, certains parents veulent se mettre dans la posture de susciter de façon précoce le plaisir sexuel chez la fille. Alors, à ce niveau, elle n'a pas encore maîtrisé d'abord toutes les mutations auxquelles elle est confrontée par rapport à son corps. Quand les menstrues viennent, il faut apprendre comment gérer les menstrues. Quand on commence par apprendre de la grosseur, d'accord, dans un certain nombre de son corps, il faut que la personne comprenne pour accepter que ce qui m'arrive, c'est une métamorphose normale et que les parents puissent accompagner la fille avec toutes les implications requises pour ne pas laisser le dehors venir gérer les mutations. La responsabilité des parents. Oui, c'est la responsabilité des parents. Dès que votre enfant connaît ce que j'appelle la croissance biologique, que ce soit garçon ou fille, chez la fille, nous devons mettre beaucoup plus l'accent parce que c'est le réceptacle. C'est elle qui doit garder la grossesse, c'est elle qui va accoucher. Fort de cela, il faut préparer l'enfant tout en préparant à lui permettre d'éviter les obstacles, mais il faut l'aider à poursuivre ses études, sa formation, pour que la survenue d'une grossesse ne soit pas source d'un blocage pour elle. Et c'est là que toute la société devait se mettre, d'accord, au travail pour permettre à nos filles de bien passer cette étape de puberté qui de plus en plus n'est pas canalisée par les parents, où on a laissé ça pour le dehors à travers les ONG, à travers les réseaux sociaux qui vont venir gérer la puberté de votre fille. Justement, en ce qui concerne les réseaux sociaux, il y a ce que vous appelez la matérialisation, donc des fantasmes sexuels. Comment peut-on contrôler justement ça? Non, je pense que tout est dans le discours, monsieur le journaliste. Oui. Moi, quand vous grandissez, je vais vous parler. Mais aujourd'hui, quand nous donnons un produit comme Android à notre enfant, surtout pour les filles, il faut éduquer, il faut parler, il faut discuter. Parce que derrière l'élément virtuel figure une série d'acteurs dont vous n'avez pas connaissance. D'accord? Dans ce pays, j'ai animé une communication intitulée « La gestion du numérique par la jeune fille, où en sommes-nous » D'accord? Je pense que si vous l'accompagnez par des conseils, par des risques, autour de cet outil que vous le remettez en termes de communication, c'est que vous l'exposez davantage. Vous l'exposez davantage parce que je le dis, je les vois autour de là où je reste pour ne pas nommer le milieu. Donne-moi ton numéro. Et les filles, de façon naïve, excusez-moi l'expression, les parents, de façon naïve, la fille donne son numéro à ce garçon. D'où ce que j'appelle le harcèlement virtuel. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une police qui est mieux informée, qui dispose de ces données, et toute personne peut aller chercher. Voilà. D'accord. Il y a aussi un facteur donc non négligeable, c'est l'environnement. Lorsque un lieu d'apprentissage ou de formation se retrouve à côté d'un bar, par exemple, qu'est-ce que cela peut engendrer? Non, je pense que je vais rendre hommage à un homme, Jérôme Carlos, à travers sa radio. Je pense qu'on avait discuté dans le passé. L'environnement dans lequel se trouvent nos établissements. Vous savez, moi j'ai vu le jour à Cotonou, je le dis, les établissements étaient là depuis, mais la croissance démographique et puis une certaine modernisation, pour ne pas dire une urbanisation à outrance, sans visage humain aujourd'hui, la quête de l'argent préoccupe tout le monde, d'où l'installation des débits de boissons. J'ai écrit un article sur ça en 2011. La prédominance des débits de boissons est un espace de promotion de la prostitution clandestine. Je pense que c'est là. Aujourd'hui, c'est très tôt de voir les débits de boissons qui occupent de grands espaces, pour ne pas dire de grands surfaces. Et derrière ça, c'est des lieux de rendez-vous de tout genre. On me dira que c'est la liberté. Non, il y a des choses qu'on peut contrôler. Je pense que avant que les gens ne s'installent, j'invite par ton biais les maires, les mairies à travailler pour savoir quels sont les espaces d'occupation pour un certain nombre d'activités. Parce que très tôt, les jeunes garçons peuvent déjà demander à la fille, bon, ici ou bien tel, et c'est devenu des lieux de rendez-vous. Je pense que ce sont des facteurs qui suscitent très tôt ce que j'appelle la matérialisation des fantasmes sexuels qu'on a essayé d'aller découvrir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les femmes
aussi mûres qu'elles soient, n'ont pas trouvé mieux que de venir exposer leur corps sur les réseaux sociaux. D'accord? Vous les voyez, elles viennent parler, et les artistes, tout le monde vient parler. On vient exposer le corps. D'accord? Les fesses, on vient exposer les seins. Alors que ce sont des composantes de la vie sexuelle qui doivent être dans l'espace privé. Comment est-ce que les filles doivent-elles gérer leur corps en milieu de stage ou de formation? Je pense qu'en milieu de stage ou de formation, il faut bien s'habiller de façon décente. Premier élément. Deuxième élément, il faut sensibiliser les hommes qui sont dans ces milieux de ne pas très tôt chercher à draguer ou bien à demander des rendez-vous ou bien à dire à des filles allons prendre un pot ou bien allons manger à midi. Oui. Si votre fille est à un lieu de stage, assurez-vous que vous devez lui payer à manger. Vous devez assurer son déplacement. Ne laissez ça jamais. Quand on n'a pas les moyens. Non, battez-vous pour avoir les moyens. Parce que je dis quand les filles ne sont pas occupées par leurs parents, ce sont les hommes qui s'en occupent. Et la contrepartie de cela, c'est le corps de la fille. Et ça, c'est devenu aujourd'hui, cela fait légion dans nos pays. D'accord, parlons maintenant des acteurs de la protection. Qui sont-ils? Non, les acteurs de la protection, c'est d'abord les parents. Et deuxièmement, c'est l'État qui doit protéger. Oui. L'État, de par ses divers services, doit protéger la fille contre tout abus. Parce que quand la fille n'a pas encore l'âge requis, que j'appelle 18 ans, encore moins. Et deuxièmement, même si la personne a l'âge requis et qu'elle n'est pas consentante pour une activité sexuelle, si l'activité sexuelle intervient, la fille peut porter plainte. Et qu'avons-nous aujourd'hui à faire pour susciter au niveau des filles, d'accord, l'engouement d'aller porter plainte contre X, Y? Et cela, il y a des auteurs qui sont de leur environnement et professionnel immédiat qui abusent de leur autorité pour demander l'activité sexuelle d'autres, pour conditionner un certain nombre de choses de par leurs activités sexuelles. Sans oublier aussi l'implication implicite de certains parents qui ne veulent pas jouer leur rôle de responsabilité. Parce que quand vous laissez votre enfant très dépendant du dehors et que l'enfant apporte des choses à la maison et que vous ne vous posez pas des questions, excusez-vous que vous êtes en train de créer ce qu'il appelle une relation mercantile de son corps. D'accord. La maternité précoce, c'est une autre dimension donc, de ce phénomène. Comment vous l'expliquez? Cette maternité précoce, ce n'est rien que la conséquence d'une activité sexuelle qu'on a commencé très tôt. Et ces hommes, la plupart ne demandent pas à utiliser le préservatif, d'où ils exposent davantage les filles. Et ces filles aussi n'ayant pas une maîtrise de leur état physiologique, de la gestion de leur menstrue, pour savoir quel est le moment de l'ovulation. Si je suis déjà sexuellement active, je dois maîtriser tous ces paramètres-là pour ne pas me laisser dominer par un homme qui, du fait peut-être qu'il me donne de l'argent, d'accord, influence ma vie sexuelle dans tous ces aspects. Et je ne suis que là comme un objet de plaisir sexuel. Et ce à quoi je ne souhaite pas que nos filles se livrent très tôt, parce que moi j'ai besoin des compétences en statistique, des compétences en démographie, des compétences en médecine et des compétences ailleurs pour que l'hégémonie masculine cesse d'être ce que je constate autour de moi, encore moins dans le secteur de la technologie industrielle. Donc, le Bénin a fait quelques efforts depuis, on va dire, quelques années en se dotant d'un arsenal juridique pour mieux protéger les filles. Est-ce que ces lois sont suffisantes selon vous? Non, les lois en elles-mêmes, c'est déjà bien. Je prends la loi sur le harcèlement de 2006. Je prends la loi sur la prévention et la protection au niveau des violences faites de 2011. Je prends le code pénal aujourd'hui dans cette disposition 548 jusqu'à là pour le viol et les auteurs, d'où une hiérarchisation des peines selon le statut de ces auteurs. Je pense que c'est déjà bien. Mais le problème que nous avons ici aujourd'hui en matière de l'arsenal et juridique et judiciaire, il faut l'ajouter, c'est que nous avons du mal à réunir les preuves. La rançon du droit, ce sont les preuves. Nous ne travaillons pas davantage pour les filles pour qu'elles puissent réunir les preuves. C'est à partir des preuves que nous pouvons déjà assigner X, Y, d'accord, en prison. Et il faut faire connaître aussi à ces auteurs les peines qu'ils encourent en ayant des activités sexuelles avec des filles, bien qu'elles soient mineures ou bien soient majeures, sans leur consentement. Vous devez faire l'objet d'une poursuite judiciaire en la matière. Je pense que de plus en plus, il faut que les médias nous aident, d'accord, à ce que les gens sachent quel est le système répressif qu'on a en place. Quels sont les acteurs qu'il faut voir. En matière de viol, par exemple, vous m'excusez de citer 3 acteurs que l'État a bien fait de mettre, sauf s'il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses, ça je le dis. Il y a la justice, il y a la santé, il y a la police. Ces 3 acteurs doivent s'entendre, d'accord, pour pouvoir faire sortir ce que j'appelle le certificat médical du viol.
Maintenant, si l'individu, la personne qui est victime de ça, ne connaît pas la procédure en la matière, il faut l'aider. Je salue au passage les centres de promotion sociale qui font un travail en la matière. Donc, il faudrait que les ONG travaillent davantage pour que les filles sachent, d'accord, comment faire, quel est le système répressif, qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire. Et il faut autant que se peut s'habiller de façon décente. J'ai écrit un papier sur ça. Quand le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a fait sortir une note en la matière, j'ai écrit un papier sur ça. Donc, je nous invite, nous les jeunes, d'accord, pour davantage, pour avoir cette vision meilleure de demain, il faut travailler. Il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas s'amuser. Les études, c'est un investissement, c'est un sacrifice. L'apprentissage, il ne faut pas que les patrons aussi cautionnent un certain nombre de choses. J'insiste, on ne peut pas nommer un métier. D'accord? Il faut que les patrons, d'accord, travaillent pour faire comprendre à ces filles, peut-être déscolarisées ou bien non déscolarisées, et que les parents aussi ne veulent pas beaucoup plus investir sur leurs enfants en apprentissage, et que c'est une personne qui viendra s'occuper d'elles jusqu'à la libération. Aujourd'hui, il n'y a plus de libération. C'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut les protéger autant qu'on peut. Est-ce qu'il y a des milieux potentiellement à risque, on va dire ça comme ça, pour les filles? Bien sûr, il y a des milieux potentiellement à risque. Je ne vais pas nommer parce que là, je ne vais pas faire de l'étiquetage. D'accord? Il y a des milieux potentiellement à risque. Il faut davantage informer, sensibiliser et les acteurs et les filles pour que chaque acteur puisse rester dans son couloir. Ce n'est pas le lieu, tout milieu n'est pas un milieu matrimonial. Tout milieu n'est pas un milieu matrimonial. Il faut que tout le monde comprenne. Laissez les filles sur qui on est en train d'investir pour que les filles deviennent ce qu'elles vont devenir. Parce que si le premier rapport sexuel se solde par une grossesse, encore moins avec VIH-Sida, je connais ça on va pas, vous allez le dire tout à l'heure, des parents se sont découragés du fait de tout ce qu'on apporte à sa fille. Et malgré ça, les filles n'ont pas écouté les conseils. Donc tout n'est pas que seulement parler, mais il faut les accompagner, leur faire comprendre tout ce qui doit venir demain pour que la fille, quand elle sort de la maison, elle peut affronter avec aisance le regard d'un homme de demain. D'accord. Un autre pan de cette thématique, c'est l'avortement sécurisé adopté par le Bénin pour, dit-il, mieux protéger les femmes et les filles. Vous avez votre opinion sur la question? Oui, j'ai mon opinion sur la question, mais ce que je peux dire à saluer. Puisqu'il y a eu des travaux dans ce pays que nous avons exploités, je ne vais pas citer, mais quand même il faut faire hommage à ceux-là qui ont fait le travail, et je vais parler de Télésor Aransou et du professeur Dinakpo, d'accord, dont nous avons eu les conséquences des avortements provoqués qui nous ont permis d'écrire dans le passé. C'est déjà bien, parce que la plupart de ces avortements provoqués étaient produits dans des conditions qu'on ne peut pas décrire ici. Premier élément. Deuxième élément, ce n'était pas des professionnels du métier qui les ont réalisés. Donc ça, c'est ce que je peux dire, l'avancée. Maintenant, l'autre point de la chose qu'on n'a pas essayé de bien protéger, ça n'engage que ma personne, Kalis Ouédé. L'auteur de ce grossesse, si aujourd'hui ce n'est pas des gens qui ont refusé la grossesse, l'opportunité, le mot qu'on a laissé dans le texte pour dire à la fille d'aller se faire avorter, sur ce mot, le mot est à revoir. Oui, le mot à revoir parce que la dimension psychologique, la dimension... Parce qu'on n'a pas cherché à avoir la responsabilité, on n'a pas cherché à avoir aucun mot de l'auteur de la grossesse. Si c'est un viol, inceste ou bien tout ça, je peux comprendre. Mais si ce n'est rien de tout cela, on a laissé ça ouvert, c'est pas bon. Nous allons revenir sur ça autant que c'est possible si les autorités nous écoutent en la matière, parce qu'on a laissé sans qu'on ait un minimum, c'est trop ouvert. On peut encore faire pour mieux canaliser. Et deuxièmement, il ne faut pas que les gens comprennent que cette loi sur l'avortement, c'est une attitude de contraception. Ça, c'est le risque, ça. C'est là que je dis, le discours que les acteurs des ONG sur le terrain, le discours qu'ils tiennent, ce discours, ce n'est pas ça. Et ceux que vous formez pour aller faire le travail, excusez-moi du peu, il faut revoir. Parce que les gens vont sur le terrain avec des choses. Ce que je dis, ça m'engage. Et je le dis, je suis prêt à tout débat contradictoire sur le sujet. D'accord. Merci à vous, M. Kalis Ouédé, sociologue Bon, un mot. Oui, rapidement. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais saluer ceux qui ont pris l'initiative de l'émission d'hier, pas l'émission, du concours final hier. Là, oratoire qu'au niveau des filles, c'est déjà bien pour que ces filles puissent se donner de la confiance. C'est bien, je pense qu'il reste encore à faire. Et les hommes qui sont dans les milieux fermés de formation, prenez vos responsabilités pour ne pas passer le reste de votre vie en prison. Tout comme ceux qui sont en milieu ouvert, les collèges, les universités et les lieux de formation,
laissez les filles grandir. Vous allez voir que d'ici 50 ans, nous aurons une société où la population humaine féminine va quitter la pauvreté, va quitter les milieux de maladies. Je ne vais pas nommer des maladies ici, où beaucoup plus cela relève de la personne de sexe féminin. Je voudrais quand même qu'on puisse tenir compte de ça. D'accord. Et au passage, je salue la mémoire de ma femelle, puisque c'est elle qui m'a inscrit à l'école. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous, M. Calix Ouédé, sociologue de la sexualité humaine. On va dire très bonne journée à vous. Merci pour ces éclairages. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, du bon travail. Oui, merci beaucoup. On va quitter la sexualité pour parler à présent sport. Cette année encore, ESM Bénin brille par l'excellence académique. Et oui, sous le reparrainage du maire de Cotonou, M. Luc Setondiatropo, nous récompensons les meilleurs étudiants de l'année 2023. Une soirée inoubliable au Palais des Congrès le dimanche 13 octobre 2024 à partir de 16h pour célébrer ceux qui sont distingués aux examens nationaux de licence professionnelle 2023 ainsi que les majors des promotions des 12 sites au plan national. Des récompenses déception, moto, ordinateur et matériel didactique pour nos talents les plus brillants. Et pour rendre cette soirée encore plus mémorable, plusieurs artistes de renom seront de la partie. Guesta, Vano Baby. Infoline, plus 229 97 30 84 84. 1000 regrets aux absents. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit, donc jeudi dernier? Le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans le béa, oui, ouais, dans ton. Il y a aussi un village, Boa Kouton, Santanga. Écoutez, l'Institut universitaire La Grâce, IUG, ex-Écoutez Bénin, innove avec de nouvelles filières en plus. Bac plus 3 en entrepreneuriat, gestion des projets, en marketing, communication et commerce, en banque, finance et assurance, en gestion des ressources humaines, en planification et développement local, en finance et comptabilité EUDI, en transport et logistique, en sciences de l'éducation, en sciences juridiques et relations internationales, en sécurité et gestion des conflits et en génie informatique. Master en gestion des ressources humaines, en gestion des projets et organisation, en finance, comptabilité et audit, en sciences de l'éducation, en sciences juridiques et relations internationales, en transport logistique, en sécurité et gestion des conflits et en génie informatique. L'IUG est situé dans la rue pavée de l'église catholique Sainte-Trinité d'Avotrou à 400 mètres. Infoline 40 52 79 16, 40 52 79 17, 66 78 48 90. IUG, les meilleurs résultats aux examens nationaux en licence et en master. Vous le savez sans doute, le Bénin est vice-champion de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana disputée en Côte d'Ivoire, le pays organisateur qui s'en sort vainqueur donc de la compétition après une finale serrée face au Guépard qui décroche le statut de meilleur buteur grâce à cette grosse performance de Séverin Afouda. Ce dimanche, le grand format revient sur cet événement sportif historique avec l'entraîneur de cette équipe qui a brillamment défendu les couleurs béninoises en
parlementaire ivoirienne, Monsieur Juste Danso. Bonjour. Bonjour Monsieur Boukari. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. On va commencer par vous dire félicitations et bravo à vous et à l'ensemble de ces ambassadeurs qui ont bien défendu les couleurs béninoises en Côte d'Ivoire. Félicitations. Merci Monsieur Boukari. D'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Maracana, ce sport, comment peut-on l'expliquer? Quelle différence justement avec le football? Ok, merci. Bonjour chers amis téléspectateurs. Le Maracana, c'est un autre football qui se pratique à 6 sur un terrain semblable aux dimensions de handball. C'est dans les années 1970 que des étudiants ivoiriens qui avaient des difficultés à avoir 11 joueurs pour jouer et avoir une aire de jeu aussi adaptée, ont pensé à cela et ont improvisé. On commençait par jouer au Maracana, on commençait par jouer au football sur un terrain de handball. Donc c'est un peu comme ça que le Maracana se joue. D'accord. Après, on va dire cette grosse performance donc des Guépards, sentiment de satisfaction pour vous? Oui, forcément, sentiment de fierté, de joie, mais également de la déception et des regrets. Parce que à la fin, on n'a pas pu remporter le trophée. On n'a pas pu le ramener à la maison. Donc, c'était le défi pour vous? Bon, oui. Le Bénin n'est pas une petite nation de Maracana. Après la Côte d'Ivoire, nous sommes la deuxième nation à avoir une fédération. Lors des récentes Coupes d'Afrique de Maracana, le Bénin n'a pas fait pied de figure. Donc, aujourd'hui, l'objectif en Côte d'Ivoire, c'était d'aller le plus loin possible et de ramener le trophée si possible. Mais malheureusement, on n'a pas pu. D'accord. Si la régie est avec nous, on va suivre quelques images pendant les discussions. Alors, la finale contre les éléphants, les Guépards ont perdu 3-0. Quelle lecture faites-vous de ce match? Bon, vous savez, à cette étape de la compétition, surtout en finale, on dit souvent qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne. Donc, les Ivoiriens ont fait preuve de beaucoup de réalisme et d'efficacité. Donc, à la fin, ils l'ont gagné. Vous avez pu détecter les erreurs qui ont provoqué cette défaite? Qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour-là? Bon, forcément, quand vous perdez ou bien vous encaissez un but, c'est qu'il y a des erreurs. Sur le premier but, je pense que un des joueurs est sorti très tôt du bloc équipe. Et chacun avait une responsabilité, chacun avait un rôle sur le terrain. Le reste n'a pas coulissé à temps. Donc, on encaisse sur la première occasion des Ivoiriens. Sur le deuxième but, on n'a pas été très agressif en défense, on a été très tendre. Et on le savait déjà parce que la Côte d'Ivoire est une équipe très efficace sur les coups de pied arrêtés. On le savait, on avait travaillé sur toutes ces séquences, mais malheureusement, bon, sur le but, on a été tendre en défense. Donc, le but est arrivé. C'est parfois comme ça. Et à cette étape de la compétition, quand vous commettez des erreurs, vous les payez cash. Donc, et puis, avant ce match, est-ce que le staff technique s'est donné toutes les chances pour gagner ce match, justement? Oui, question vraiment difficile parce que nous n'avons pas communiqué dessus, mais nous étions partis à la finale très affaiblis physiquement. Déjà, en poule, nous jouons un match de plus que la Côte d'Ivoire. Les quarts de finale, nous finissons. Les quarts de finale, en quart de finale et en demi-finale, nous allons en prolongation. Donc, ça faisait que déjà, nous avons joué presque 2 matchs de plus que la Côte d'Ivoire. Mais j'avoue également que nous avions eu beaucoup de blessés. Et déjà, le premier match contre la Jamaïque, Issa Major Aboubakar, l'homme le plus important de notre dispositif, s'est fait blesser, sorti en cours du jeu. Au troisième match, Alessandre Bamehosu, qui était le 3e junior également, s'est tapé les adducteurs out pour le reste de la compétition. Le capitaine Okemarius également, qui se blesse contre la France, qui a joué à partir des quarts de finale sur un genou pratiquement. En demi-finale contre le Togo, Christian Kochoni qui se blesse au bras, qui finit à l'hôpital avec 3 points de suture. Afouda Sévérin qui se cogne la tête et qui finit également à l'hôpital avec 2 points de suture à la tête. Donc du coup,
même sur le banc, Moumouni qui avait les adducteurs, Afogao Taoufik également, mais on a dû jouer comme ça. Parce que je voudrais expliquer quelque chose également. Le format de la Coupe du Monde est totalement atypique. C'est pour la première fois sur une compétition où les 3 catégories qui existent au Maracana se font représenter, c'est-à-dire les juniors de 16 ans à 34 ans, les seniors de 35 à 44 ans et les super seniors à partir de 45 ans. Donc, sur les 12 joueurs sélectionnés, il y avait 6 seniors. Sinon, il devait y avoir 6 seniors, 3 juniors et 3 super seniors. Maintenant, dans le 630, il devait y avoir 3 seniors, 2 juniors et 1 super senior. Donc, un junior ne pouvait que remplacer un junior, un senior devait remplacer un senior, un super senior ne pouvait que remplacer un super senior. Du coup, quand Alexandre Bameroso junior se blesse contre la France, il ne nous reste plus que 2 juniors. Donc, on n'avait même plus de remplacement possible. On devait jouer à ce niveau sans remplacement. Donc, si même un joueur se faisait blesser, Fouda s'est blessé en demi-finale, on n'a pas pu le remplacer parce qu'on allait évoluer à 5. Également, au niveau des seniors, sur les 6, on avait beaucoup de blessures. Donc, on était vraiment limité dans nos choix le jour de la finale. Mais on ne pouvait pas, c'était une finale, on ne pouvait pas se cacher derrière ça. On est allé au front. Mais malheureusement, cette fraîcheur physique nous a manqué. Parce que on pouvait, si on était vraiment en forme, on pouvait aller chercher les Ivoiriens et essayer de faire jeu égal avec eux. Mais malheureusement, on n'avait pas ces ressources physiques. Et quand vous suivez la compétition, c'est à partir du 3e tiers-temps que les renversements avaient lieu. Mais malheureusement, physiquement, on ne pouvait plus. On a cherché, mais seule la volonté n'a pas suffi. On a courbé les chines, c'était clair. Les Guépards ont-ils bénéficié du soutien du public comme vous l'auriez souhaité? Bien sûr. Vous savez, la fédération a déployé l'artillerie lourde. Nous sommes la délégation où il y avait plus de monde ayant quitté le pays. Et également sur place, le consul n'a pas... il a fait une forte mobilisation. Mais quand vous jouez contre les éléphants, dans le palais de Trècheville, avec plusieurs milliers de supporters, je pense qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match. C'était carrément un enfer. D'accord. Alors, quelle est la technique, c'est la question qu'on se pose, quelle est la technique que vous avez adoptée tout au long de ce parcours pour arriver justement à ce niveau où on ne vous attendait même pas? Bon, peut-être que les gens ne nous attendaient peut-être pas là, mais nous, on savait qu'on était confiants qu'on irait vraiment loin. C'est vrai que le match contre la Guinée a fait beaucoup de mal, mais une compétition, c'est avant et pendant. Donc, la clé, c'est d'abord la préparation que nous avons faite. Et c'est le moment également de saluer la direction technique nationale parce que aussitôt après notre nomination, nous avons soumis un plan de préparation qui a été validé par la direction technique nationale et c'est ce plan qui a été mis en exécution de la présélection en passant par la sélection, les différents stages jusqu'à la publication de la liste de 12 et à la compétition. Maintenant, il faut avouer que quand vous jouez, quand c'est dans le sport, il y a la discipline, la concentration, c'est les conditions sine qua non pour quand même aller le plus loin possible. Donc, le Bénin s'impose, s'est imposé face à la France également, face à la Belgique, mais perd devant la Guinée. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre ses performances et contre-performances et tout. Comment vous l'expliquez-vous? Bon, contre nous battons la Jamaïque d'entrée 2. Mais comme je vous l'avais dit, en cours de match, l'élément le plus important pour nous, Issa Amazou Aboubakar se blesse. Du coup, nous manquons de fluidité dans notre jeu. Parce que le Maracana, pour poser le ballon, il faut vraiment quelqu'un derrière qui a une bonne qualité de relance. Donc, quand Issa Amazou Aboubakar se blesse, le dispositif se désorganise un peu. Nous avons procédé à son remplacement contre la Guinée, mais le temps était trop juste, donc nous n'avons pas su faire la bonne coordination pour contre la Guinée. Du coup, nous avons balancé tous les ballons, nous n'avons pas su jouer et comme on sait le faire, poser le ballon comme on le faisait habituellement. On a joué au rythme des Guinéens. Donc, mais il faut souligner que la Guinée est une équipe très athlétique et très joueuse, ce que les gens n'ont pas vu. Donc, nous avons perdu contre la Guinée, mais j'avoue que c'est le match qui nous fait beaucoup de bien.
parce qu'on s'est remis en cause. Il y a eu des réunions sur réunions, on s'est dit les vérités en face. On a sonné la révolte tout de suite. Et contre la France, on s'est dit, parce qu'on n'avait plus notre destin en main. Pour se qualifier pour les quarts de finale, il fallait battre la France avec au moins 3 buts d'écart. Donc nous avons... Vous êtes allé à 8 oui, nous avons commencé le match avec une forte pression sur la France qui a craqué, qui a plié dès les toutes premières minutes. Voilà. Maintenant, contre la Belgique, le score paraît peut-être flatteur, mais ce fut un match très difficile parce qu'on gagnait la Belgique 7-5 après les prolongations. Donc, ce n'était pas un match du tout facile. D'accord. Globalement, quel bilan faites-vous de cette campagne? Bon, déjà, un bilan globalement satisfaisant parce que on ramène au moins une médaille, la médaille de vice-champion à la maison. Maintenant, il faut également se dire que dans le sport, il n'y a pas de tricherie. Seul le travail paye. Donc, c'est le travail que nous avons fait parce que nous avons été très rigoureux dans la présélection, dans la préparation et tout. Et c'est à force de ça que nous avons pu obtenir ce résultat. Et puis la Fédération béninoise de Maracana a-t-elle mis les moyens qu'il faut à votre disposition? C'est le moment de dire merci au comité exécutif dirigé par le président Sakana Sirou. Et le président n'a pas hésité une fois à nous mettre dans les meilleures conditions de travail. Vraiment, chapeau, je peux dire que c'est la première fois que l'équipe nationale travaille dans ces conditions, se prépare dans ces conditions. Et nous souhaitons que ce soit la même chose pour les fois à venir. Pendant ces 4 dernières années, le Maracana a connu beaucoup de difficultés au niveau également de la fédération. Nous avons connu une crise, mais malgré ça, vous avez pu travailler dans la sérénité pour arriver à ce niveau. Comment peut-on expliquer cette détermination? Bon, déjà, c'est vrai que pendant 4 ans, il n'y a pas eu de championnat, mais il y avait les clubs de Maracana qui étaient toujours en activité. On n'avait pas quand même de compétition. Maintenant, dès l'élection de la fédération et du comité exécutif de sa prise de fonction, un championnat a été organisé en 2 jours courant août, vers fin août. Donc, nous avons procédé à une présélection de 50 joueurs. Nous avons organisé des stages et au fil de ces stages, nous avons procédé à des éliminations jusqu'à avoir 12 joueurs à la fin. Donc, on a d'abord privilégié, on a travaillé sur le noyau qui existait et qu'on a essayé d'étoffer. On a essayé de faire en sorte quand même que le Bénin ait une équipe technique qui puisse vraiment défendre comme cela se doit les couleurs nationales. D'accord. Après cette participation, quels sont les prochains défis pour vous? Parce que la Maracana, c'est l'année prochaine en Guinée-Bissau. Oui, bien sûr que oui. Aujourd'hui, le Bénin est une nation très attendue en termes de Maracana. Donc, il va falloir travailler pour le confirmer lors de la prochaine édition de la Maracana. Et déjà, le travail doit commencer maintenant. Et nous devons faire l'effort d'aller le plus loin possible également et essayer de ramener le trophée à la maison. Ce trophée cher qui nous manque, que la Côte d'Ivoire essaie tout le temps de gagner. Nous allons essayer quand même à la Maracana de le ramener au pays. D'accord. Un mot à l'endroit de tous les acteurs qui ont participé ou qui ont contribué justement à ces résultats. Déjà, mes joueurs, je leur dis chapeau. Je suis fier si vous m'entendez, je suis fier d'avoir travaillé avec vous. Je suis fier de vous avoir eu comme joueur. Je les appelle généralement mes guerriers. À toi, coach Mauriac, mon assistant, je te dis merci. Je loue ton professionnalisme, notre complicité. Merci au kiné qui a été présent. Merci au président du comité exécutif, M. Sakana Sirou. Merci d'avoir cru en nous, malgré notre jeune âge, de nous avoir fait confiance malgré les zones de turbulence. À tous les amis maracaniers, tous ceux de la famille, tous ceux qui nous supportaient depuis le pays, tous ceux qui nous envoyaient des messages pour nous encourager. Et nous voulions également dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est vrai que nous avons fait des frustrés, nous avons fait des fâchés. C'est le moment pour moi de leur présenter des excuses et leur dire que tous les choix que nous avons faits, c'était dans l'intérêt suprême de la discipline. D'accord. Merci à vous, M. Juste Dansou,
donc entraîneur des Guépards de Maracana, les joueurs qui ont participé à la première édition de la Coupe du Monde de Maracana et qui ont permis au Bénin de s'en sortir vice-champion de cette compétition. Une fois encore, félicitations, puis on va dire bonne chance pour la suite. Merci monsieur Boukaï, merci pour l'invitation. D'accord, très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause et puis suivre la revue de presse hebdomadaire de Assiongo Kani Assiongo. Juste après, c'est Claude Alpha qui va s'installer pour le décryptage de l'actualité nationale. C'est notre invité média pour le compte de ce dimanche. Après lui, il y a Harmonie, c'est notre artiste de la semaine qui sera également avec nous. Vous allez découvrir sa dernière signature sortie il y a quelques jours. Et si on donnait la paix, donc c'est le titre donc de ce single qu'on va découvrir au cours de notre entretien. Voici la revue hebdo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de retrouver la revue de presse hebdomadaire. Dans sa parution de lundi, Le Soleil Bénin Info informait de la remarquable participation de Patrice Talon au 19e sommet de la francophonie pour écrire qu'après le tête-à-tête au palais de l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron, le chef de l'État a assisté à la cérémonie officielle d'ouverture du 19e sommet de la francophonie au nord de Paris. Cette cérémonie protocolaire a été marquée par les discours du président Macron et de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, ainsi que la passation de témoins de la présidence tournante de l'OIF entre la France entrante et la Tunisie sortante. Dans leur prise de parole respective, le président français et la secrétaire générale de l'OIF sont revenus sur les valeurs collectives que partagent les pays membres de la francophonie en dehors de la langue française. Et puis, Bénin Intelligent rapportait dans sa publication de lundi que la conciergerie de Paris accueille du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 l'exposition itinérante Révélation Art contemporain du Bénin. Avant son ouverture au public vendredi, le président Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron ont procédé le jeudi 3 octobre à l'inauguration. L'initiative soutenue par le président Patrice Talon et Emmanuel Macron rassemble une quarantaine d'artistes et créateurs, dévoile une centaine d'œuvres qui illustrent bien la richesse de la scène artistique béninoise et de sa diaspora. Pour fraternité, cette exposition se veut un appel à la découverte et à la réflexion. Elle révèle non seulement l'extraordinaire vitalité de la scène artistique béninoise, mais aussi la richesse d'un dialogue entre passé et présent, entre héritage et innovation. Le public français et international est invité à y découvrir les nouveaux horizons de la création contemporaine africaine. Pour l'événement précis, ce projet soutenu par les présidents Talon et Macron constitue une vitrine inédite de la richesse et de la vitalité de la scène artistique béninoise et de sa diaspora. Elle établit un lien fort entre l'histoire millénaire du Bénin et son expression artistique contemporaine. Avec le matinal, on pouvait lire mercredi que le gouvernement béninois suit de près l'actualité de ces derniers jours au Liban, où la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée. À travers un communiqué en date du 8 octobre 2024, le ministère des Affaires étrangères appelle les Béninois à s'abstenir de se rendre dans ce pays. Par le même communiqué, les Béninois résidant dans le pays sont invités à emprunter les différents vols pour regagner leur pays. Au-delà de la promptitude, la protection, s'exclamait Fraternité qui renchérissait que le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Bakary Olusegun, a invité les Béninois résidant dans ce pays à retourner au Bénin dans les plus brefs délais. À cet égard, le ministre leur demande de saisir l'opportunité des vols commerciaux encore disponibles pour rejoindre le Bénin. Aussi, le communiqué renseigne-t-il que les dispositions sont prises pour ceux dont les pièces ne sont pas à jour. Selon l'autre quotidien, la guerre entre Israël et les groupes armés du Hamas à Gaza pour la Palestine et le mouvement chiite Hezbollah a atteint un niveau de violence jamais égalé avec les frappes meurtrières de l'armée israélienne
au sud du Liban proche de sa frontière et même dans la périphérie et centre de Beyrouth, la capitale libanaise. Pratiquement tous les grands pays ont décidé de conseiller à leurs ressortissants de quitter au plus vite le Liban. Et sur un tout autre sujet, Fraternité renseignait que plusieurs centaines de Béninois en situation d'immigration clandestine ont été dénombrés au cours de l'année 2024 en Tunisie et en Guinée équatoriale. Aux dernières nouvelles, 56 migrants béninois naufragés en Guinée équatoriale ont lancé un appel au gouvernement pour leur rapatriement. Malgré les difficultés pour tous les jeunes de trouver un emploi décent, faisait observer le journal, la conjoncture et la pression familiale, nombreux sont ceux qui arrivent à réunir de grosses sommes d'argent pour réaliser leur ambition de partir, tenter leur chance à l'extérieur et pour certains, peu importe le pays. Poursuivons cette revue de presse hebdomadaire avec La Nation qui indiquait que le développement du football préoccupe le chef de l'État, Patrice Talon, président de la République, qui a reçu à ce sujet Gelson Fernandez, directeur des associations membres Afrique de la Fédération internationale de football association. Les deux personnalités ont évoqué lors de leurs échanges les différents projets en cours pour la promotion et la réussite du sport roi au Bénin. Au constat, les relations entre la FIFA et les autorités locales en charge du football sont au beau fixe. L'essentiel, c'est qu'il fallait continuer à travailler sur cette lancée. Dans ces colonnes, Bénin Intelligent pointait que la 6e édition de la Journée mondiale du coton s'est déroulée à Cotonou le lundi 7 octobre. C'est la première fois qu'un pays africain accueille cet événement. Lors de cette réunion, les participants ont échangé sur les perspectives et les défis de cette filière pour les économies africaines. Les discussions ont principalement porté sur la contribution du coton à la lutte contre la pauvreté et sur l'importance d'une production durable et résiliente. En marge de la célébration de la Journée mondiale du coton, a ajouté le journal, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a exprimé ses félicitations au président Patrice Talon pour la réussite de l'événement. De son côté, le matinal s'est intéressé à l'Assemblée générale le jeudi 10 octobre 2024 à Cotonou des membres de l'interprofession de la filière anacarde qui ont mis en place les différents organes qui gouverneront leur corporation. Les travaux de cette rencontre ont été lancés par Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui avait à ses côtés son homologue de l'Industrie et du Commerce, Chadia Souma. L'Assemblée générale marque la fin du processus de réorganisation de la filière anacarde, une filière clé qui est désormais portée vers de nouveaux défis. Et pour Gaston Dossoui, c'est pour tous les acteurs de la filière anacarde un succès et une victoire. Il a salué le rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs de chaque étape de ce processus et a insisté sur la mise en œuvre des bonnes pratiques d'entretien des exploitants. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué le patriotisme des acteurs du cajou qui ont bravé tous les obstacles générés par les réformes mises en place par le gouvernement avec, vous dites où il était question du Bénin, pays précurseur du retour de la démocratie en Afrique noire francophone au début des années 1990, qui vit une crise sociopolitique aiguë doublée d'une crise profonde de succession. Les forces vives de la nation ne semblent pas prendre la mesure de la gravité de la situation. Les uns se complaisent à vanter les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon, tandis que les autres s'enferment dans une posture d'opposant avec des prises de position assez timides. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Asiongo Kanye et Asiongon, pour cette revue de presse hebdomadaire. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations en plateau. Claude Alofa, bonjour.
Bonjour, chers confrères. Directeur de publication du quotidien L'Informateur, c'est avec vous que nous allons faire le tour d'horizon des sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. On va commencer avec la manchette de votre journal dans sa parution du vendredi dernier qui parle des réformes au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires. Qu'est-ce qui a changé dans ce ministère, Claude? Oui, disons dans le ministère en général de l'enseignement, mais le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, les réformes ont permis de pouvoir améliorer les conditions de travail. Nous parlons, quand on parle de conditions de travail, nous avons les salles de classe prioritairement. Nous avons aussi, dans une certaine mesure, la manière dont les autres acteurs vivent dans le système. Et donc, quand nous parlons donc des salles de classe, nous avons une amélioration importante de la production, de la construction des salles de classe, mais aussi des réfections. Je crois que le ministre lui-même en a parlé et il a évoqué tout ce qui a été fait sur les 8 dernières années, c'est-à-dire le premier mandat et le deuxième actuel du chef de l'État, le président Patrice Talon. On parle de plus de 3000 salles de classe qui auraient été réfectionnées et un peu plus que ça. Il manque toujours de salles de classe. Évidemment, toutes les fois où nous avons des enfants qui naissent, qui doivent aller à l'école, de plus en plus, il y a l'engouement. Les parents savent qu'il faut envoyer leurs enfants à l'école et donc forcément, le besoin va se faire sentir et il faudra construire chaque jour un peu plus. Il faudra rapprocher l'école de l'écolier. Donc, forcément construire de nouvelles salles de classe dans chaque village, certainement, tout au moins le primaire, comme nous le disons, et donc réfectionner celles-là qui sont en difficulté ou qui chutent. Parce que, n'oublions pas, il y a les intempéries qui font tomber donc les salles de classe à chaque année. Donc, il faudra investir un peu plus d'argent, aussi bien pour la construction que pour les réfections. Et donc, c'est l'un des premiers aspects des réformes initiées par le gouvernement Talon. Et puis si la régie est avec nous, on va voir la une de votre journal. Il y a aussi les cantines scolaires. Est-ce que c'est un autre facteur de évidemment, réussite? de réussite et de succès dans ce sous-secteur de l'éducation, que l'école primaire, maternelle et primaire, les cantines scolaires initiées et revalorisées par le gouvernement du président Patrice Talon. Ces cantines scolaires ont permis ou permettent chaque fois de donner au moins un repas chaud à l'enfant à l'école, dans le milieu scolaire. Dans certains milieux, ou presque partout, cela permet à l'enfant de rester à l'école. Parce qu'il y a beaucoup, quand vous circulez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'écoliers qui viennent le matin, mais dans l'après-midi, ou ils viennent très en retard, ou ils ne viennent pas du tout. Ce n'est pas forcément parce que les parents n'ont pas peut-être les moyens, ce cas existe, mais il y a les parents qui ne sont pas présents à la maison. Et donc les enfants rentrés à la maison se retrouvent en situation où ils doivent se défendre eux-mêmes. Parfois c'est eux qui doivent faire la cuisine, parfois il faut chercher à manger et puis ils s'endorment, ils ne viennent plus dans l'après-midi. Donc tout cela constitue des aspects, des problèmes qui sont réglés avec la possibilité de prendre la nourriture à l'école, dans l'école, de pouvoir rester, donc de faire les cours après. Nous parlons, le gouvernement a fait le point de 1 500 000 écoliers béninois, écolières et écoliers, bien sûr, béninois, qui arrivent à pouvoir bénéficier de ce repas chaud-là chaque jour ouvrable, c'est-à-dire du lundi au vendredi et du premier jour de la rentrée. Ça, c'est ce qu'il faut remarquer, c'est très important. Avant, on pouvait dire non, on va laisser une semaine passer, mais c'est dès le premier jour de la rentrée, les cantines scolaires sont disponibles et les enfants peuvent donc en bénéficier. Alors, est-ce qu'il y a d'amélioration du point de vue formation des enseignants? Parce que c'est un facteur très important. Évidemment, évidemment. Le gouvernement a eu à ce mérite-là de pouvoir faire organiser régulièrement ces formations-là, ne serait que celles-là qui se font par semaine ou à temps régulier, les UP au niveau donc du cours primaire, au niveau des autres secteurs également, cela se fait. Les CP, conseillers pédagogiques, les inspecteurs circulent pour pouvoir donc aider les enseignants, les suivre, les amener à améliorer donc
l'enseignement qui est donné. Et maintenant, à la rentrée, à l'approche de la rentrée, chaque année, il est organisé donc une formation à l'endroit donc des enseignants. Qu'en est-il des conditions de vie et de travail des enseignants eux-mêmes, des acteurs? Bon, nous pouvons dire qu'il y a une certaine amélioration. Nous pouvons le dire parce que si l'on considère, ne serait-ce que l'année passée, cette année-ci, ceux qui étaient donc à CDPE, donc agents contractuels de droit public de l'État, ont la possibilité désormais de devenir fonctionnaires de l'État, FE. Et les AME, les plus nombreux, le problème persiste, c'est vrai, mais sont en processus de reversement selon les propos du gouvernement, selon une promesse donc du chef de l'État. Les AME sont en processus donc de reversement avec une augmentation du salaire de 20 000 francs l'année dernière à partir du mois de mars passé. Et à partir de cette année-ci, ils ont pu avoir donc 12 mois sur 12, alors qu'ils étaient à 9 mois, ils sont passés donc à 10 et puis à 12 mois sur 12. Il y a une amélioration des conditions de vie. Et leurs enfants peuvent désormais bénéficier donc de la possibilité de ne pas donc de pas payer les frais de scolarité puisque les enseignants étaient un peu exemptés. C'était tôt de cela. Donc, à chaque niveau, on peut dire qu'il y a une certaine amélioration des conditions de vie et de travail. C'est vrai, quand vous allez interroger les acteurs, ils pourraient dire oui, on veut mieux. Évidemment, tout le monde veut mieux. Alors, mercredi dernier, la CRIET a effectué sa rentrée solennelle. 8 ans déjà que la CRIET a été créée. Gilbert Togonon a fait le travail qu'il peut faire. Mario Mentonou donc a poursuivi le chantier, ou poursuit même le chantier. Oui. Les faits dont il raison aujourd'hui à Patrice Talon qui a décidé de mettre en place cette juridiction spéciale? Dans une certaine mesure, oui. On peut dire que cela permet de pouvoir, un peu comme on le dit, la peur du gendarme est le début de la sagesse. C'est vrai que la justice ne joue pas le rôle de gendarme, mais tout au moins, la justice permet de pouvoir faire peur, de dire qu'il y a quelqu'un qui veille lorsque vous faites mal. Et cette possibilité d'aller plus vite, parce que c'est vrai, c'est l'une des choses qu'on reproche donc à la CRIET, mais c'est l'une aussi de ses valeurs. Parce que la justice telle qu'on la connaissait, la justice traditionnelle, c'est des procès sur 1, 2, 3 ans. On pouvait passer 4 années, 5 années à ne pas pouvoir avoir donc une suite à un procès qui a démarré. Mais avec la CRIET, on est plus ou moins sûr que cela va plus vite. Bon, je crois que cela va aussi en faveur des acteurs, des populations. Et donc, par rapport à cela, oui, c'est un avantage. C'est bien. Le président Patrice Talon a été vraiment un prophète en ce domaine-là. Il a bien fait. Et aussi bien pour les populations aussi, parce que quand vous avez des situations, vous allez devant la CRIET, vous êtes sûr que très bientôt, il y aura une décision qui sera prise. Si elle est en votre défaveur, vous savez que la justice a tranché. Si elle est en votre faveur, vous savez aussi que c'est la justice qui a tranché. Et puis, on retrouve près de 2000 dossiers de cybercriminalité traités. En 8 ans, ça fait beaucoup, non, Claude? Oui, beaucoup, mais c'est parce que la possibilité est là maintenant de pouvoir juger cela. Voyez-vous, nous sommes dans une situation où on a cru pendant longtemps, où on a commencé par croire, la jeunesse en premier, qu'on peut avoir de l'argent facilement, qu'on peut truander les autres et s'enrichir. Alors, cela est devenu une coutume, et dans tous les secteurs. Ce qui fait que réellement, on doit avoir sur la table de la CRIET, ces dossiers-là, ils doivent être nombreux. Dans nos vies quotidiennes, à la maison, dans les quartiers, c'est les problèmes que nous gérons le plus. Ce sont les problèmes que nous gérons le plus. Et donc, c'est normal que la CRIET puisse avoir ces dossiers-là et que ce soit le plus grand nombre de dossiers traités parce que nous avons, la morale est descendue si bas que nous pensons qu'il faut escroquer les autres, il faut truander les autres pour pouvoir se faire de l'argent. Et d'où donc la criminalité par Internet, parce que désormais, nous faisons tout, c'est plus facile par le numérique de pouvoir mentir à l'autre, de lui soutirer de l'argent. C'est difficile quand il faut aller voir la personne directement. Voilà pourquoi est-ce que c'est la cybercriminalité qui est le sujet le plus... Et puis le procureur spécial a justifié cette augmentation. Pour lui, cela prouve l'efficacité donc, des services d'enquête et même donc, de la CRIET. Est-ce que vous êtes de cet avis?
évidemment, il faut qu'ils les trouvent pour les prendre, c'est vrai. Mais cela prouve aussi que les problèmes sont plus grands et qu'il y en a chaque jour un peu plus. Oui, pour montrer que sa structure travaille, pour montrer que sa structure est utile pour la société, oui, je ne suis pas contre, c'est vrai que du travail se fait à ce niveau. La belle preuve, hein, chaque semaine, il y a des semaines où la police judiciaire nous informe des arrestations des jeunes qui se livrent toujours à ce travail-là. Est-ce que le gouvernement n'a pas sa part de responsabilité dans ce taux? Parce que quand les jeunes sont formés dans les universités, finissent dans la cybercriminalité sans emploi, est-ce que quelque part il n'y a pas la part de responsabilité du gouvernement également? Je vais commencer par dire que dans tout ce problème social, il y a la responsabilité des autorités, toujours. Et il ne peut pas donc se retirer de cela. Mais ajouter une chose, ce n'est pas évident que ce soit les jeunes qui sont déjà formés qui se retrouvent là-bas dans ce secteur. C'est généralement les jeunes qui refusent de se faire former, de plus en plus. Et parce qu'ils ont l'impression que cela marche là-bas. Et donc, quand on les envoie en formation, ils abandonnent la formation. On a connu des écoles, des élèves, abandonner donc les classes pour cela. On connaît de plus en plus donc, des autres centres de formation qui abandonnent le travail pour cela. Oui, mais le problème de l'emploi est un problème général, il faut le reconnaître. C'est vrai que lorsque on a été formé et qu'on n'a pas trouvé du travail, on peut donc dire qu'on va vers le mal dans une certaine mesure, mais on ne peut pas l'encourager. Et de plus en plus aussi, on nous forme à l'auto-emploi. Et donc, je crois que c'est dans ce secteur-là qu'il faudra peut-être que le gouvernement travaille un peu plus. Ils sont formés, d'accord, mais chaque personne formée doit savoir qu'elle doit s'auto-employer. Et on peut reconnaître à ce gouvernement la création des lycées, la multiplication des lycées techniques, c'est pour avoir évidemment des jeunes formés, mais qui peuvent donc s'auto-employer. Oui, le gouvernement a sa part de responsabilité, mais je crois qu'ils font des efforts là-dessus. Nous, les parents doivent donc jouer un grand rôle. Parce qu'on peut avoir fait et ne pas aller voler. Mais c'est lorsqu'on est mal éduqué ou lorsqu'on refuse l'éducation que lorsqu'on a faim, on se dit la solution c'est d'aller voler. D'accord, Claude. Alors, un autre sujet très rapidement pour finir, mon cher Claude Alofa, c'était le procès le plus attendu, mais à l'arrivée, il n'y a pas grand-chose à mettre sous la dent. Le procès de Steve Amoussou, ouvert lundi à la Criette, a été renvoyé au 18 novembre prochain. Quelle lecture faites-vous, on va dire, de cette première série du feuilleton qui vient de commencer? Nous pouvons espérer que cela aille encore un peu plus loin, parce qu'il faut voir aussi le dossier tel qu'il est. Ça va demander beaucoup, l'instruction va prendre du temps à mon avis, quelle que soit la méthode qui sera utilisée, ça prendra du temps. Et il faudra avoir beaucoup de preuves. Nous parlons bien sûr de personnes supposées ou soupçonnées de pouvoir d'être à l'origine des critiques numériques contre l'autorité, le chef de l'État et son gouvernement. Donc, cela va demander du travail, je crois, à mon avis, que cela soit remis à plus tard. Je crois, moi, je me dis plutôt... C'est un marathon qui a commencé. Qui risque de... Nous aurons un feuilleton qui va prendre du temps. Et laissons le temps à la justice. Seulement que, il y a là-dedans quelqu'un qui est gardé et qui mérite quand même d'être jugé afin de savoir si il est coupable ou non, et donc être libre ou purger sa peine. D'accord. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci pour ce regard sur l'actualité. On va se retrouver dans quelques semaines sur ce plateau avec sans doute d'autres éléments. Oui, mais je voudrais bien souhaiter beaucoup de succès au Guépa pour demain. Nous avons un match pour le mardi, un match contre le Rwanda qu'on a gagné déjà le vendredi, donc on a le match retour qui se jouera à Kigali le mardi prochain. Je nous souhaite du succès pour une qualification, je crois, certaine, qui ne commence pas donc à se clarifier. D'accord. Merci beaucoup, Claude. Et bonne journée. Merci, Mesdames et messieurs, on va finir avec notre artiste de la semaine. Je vous l'avais annoncé, c'est Harmonie qui est avec nous. Mesdames
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du Conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier. Que le président de la République aussi était dans le marché de Porto Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans Rovec, oui, ouais, dans ton. Yosi village, Boa, Kouton, Santanga. Harmonie. Il y a tellement de surprises, plein de choses sont à l'envers. Il y a tellement de surprises, plein de choses sont à l'envers. Bienvenue chez moi. Ici la normale devient la normale et c'est toujours la joie. Attention aux têtes sensibles car ce texte a plus de sensible et peut-être que tu te retrouveras dans chacun de ces vers à venir et dont le fond peut te déplaire. En fait ici, tout est étrange et même si tu es étranger, vite tu t'y fais car nous, on vit avec. Notre vie ici est un concert et ce qu'on sait, c'est que nous sommes devenus fanatiques des coupures d'électricité au point de les qualifier de blackout. Tout le monde crie liberté, mais au fond, nous dépendons tous d'un seul homme dont la tête peut changer après un ou plusieurs mandats. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se crie. Nous sommes toujours dans l'émotion et oublions parfois l'essentiel. Quand il y a un accident, le plus choquant c'est l'incident. Ça ne capte plus nos sens d'humain. Les téléphones ont pris la place des cœurs et se chargent de tout flasher à la recherche d'un buzz avant Africa 24. Le grand format de ce dimanche avec notre artiste de la semaine, Harmonie. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Alors, bienvenue chez moi. Bienvenue. Alors, chez moi, qu'est-ce qui se passe? Alors chez moi, il se passe plein de choses, plein de bonnes choses comme de mauvaises choses et on a eu le temps de l'apprécier pendant plus d'une année déjà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement ces faits? Alors ce sont les réalités et au Bénin, c'est ce qu'on vit, ce sont les vicissitudes, les réalités de chaque Béninois, que ce soit sur le plan étatique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique. Ça a été juste un miroir que nous avons promené le long de la vie au Bénin et voilà ce qui en est ressorti parlant slam. D'accord, c'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. En tout cas, bienvenue sur le plateau du grand format Harmonie et le slam, plus de 11 ans que ça dure. Oui. Que ça dure. Oui, que ça dure. Depuis 2013 que ça a commencé. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Alors aujourd'hui, Harmonie continue toujours et c'est beaucoup plus un développement de carrière parce qu'au départ, nous avons commencé avec des scènes, mais là, aujourd'hui, nous essayons d'arrimer les mots avec de la musicalité pour que ça puisse davantage faire danser non seulement les mentalités, mais également le corps. D'accord, d'accord. Alors, du concours Béneslam 2013, où vous avez été sacré champion national à aujourd'hui, le chemin a été, on va dire, long, non? Oui, très long, très long, très long. Alors, juste après le concours Béneslam où j'ai eu le trophée en 2013, il s'en est suivi toute une série d'expériences, aussi bien au Bénin que partout dans le monde. On a fait un peu le bout du chemin quand même, en Afrique, en Europe. Et puis, nous avons eu des sollicitations qui continuent d'ailleurs, que ce soit par le gouvernement ou par des structures internationales. D'accord. Voilà. Vous êtes la première femme active dans le milieu de slam au Bénin. Oui. Comment vous vous sentez? Seule ou comment? Parfois seule, oui. il faut l'avouer, parce que je pense que pas plus tard qu'il y a 2 jours, à l'occasion de la Journée internationale des droits des filles, on me demandait de prester pour un événement alors que j'avais déjà un autre engagement. Et je cherchais des filles, des femmes qui pouvaient se rendre quelque part à Grand Popo pour slammer. Et c'était pas facile de... C'était pas facile. C'était pas facile. C'est vrai qu'il y a 2
quand même qui sont là, qu'on remarque, Iriko et Amazon, mais on ne voit pas encore vraiment l'effervescence féminine en ce qui concerne le slam au Bénin. Harmonie est coach slam. Est-ce que vous avez déjà formé un certain nombre de personnes Oui, assez. Oui. J'en ai formé en 2018 avec l'initiative intitulée L'heure du débat poétique. Nous avons formé quand même près d'une 50aine de jeunes à l'art de slammer. Et nous avons même quelquefois des sollicitations à domicile où des personnes nous demandent de venir former leurs enfants à l'art de savoir dire et de savoir écrire aussi. D'accord. On va dire Harmonie n'est pas une slameuse engagée, c'est une slameuse dégagée qui écrit des textes engageants. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que j'écris sur tout. Je ne me revendique pas un droit d'engagement. Déjà que je prends ma plume, pour moi, c'est de l'engagement. Je peux écrire sur l'amour, je peux écrire pour dénoncer, je peux écrire pour dire, je peux écrire pour amuser la galerie. Je suis partout. Donc, je suis dégagée, je ne suis pas engagée. D'accord. On va parler de Aïcha. Oui. Aïcha, c'est qui? Alors, Aïcha, c'est la jeune fille d'aujourd'hui qui peut-être est innocente et qui ne sait pas forcément que le sexe, c'est sa première arme, c'est sa dignité, et qui s'adonne sans savoir peut-être à des pratiques qui étiolent son avenir. Donc, c'est une thématique relative aux droits de la santé sexuelle et reproductive. Et j'ai essayé de mettre ça en vers, de mettre ça en mots pour éduquer mes jeunes sœurs à pouvoir se préserver, pour pouvoir gérer au mieux leur avenir. D'accord. On va suivre une séquence de Aïcha et puis on revient pour la suite de notre entretien. D'accord. Aïcha est née hier seulement, mais aujourd'hui elle est une belle jeune fille dont beaucoup craignent le lendemain. À ce qu'il paraît, selon nos parents, les actes que nous posons au présent suffisent à prédire l'avenir. Et ceux d'Aïcha témoignaient déjà d'un mauvais présage. Ses rondeurs et sa poitrine pesaient si peu face à ses 16 ans et ce passage pubertaire lui faisait pousser de fausses ailes, ce qui ne la rendait pas sage. La petite fille du quartier est désormais la star des réseaux sociaux. Cette tenue sexy ne laissait personne indifférent, surtout les plus vicieux. À la maison, elle était devenue la plus grande de tous. Et pour avoir son respect, il fallait d'abord hausser le ton. Malgré les tentatives de sa mère déjà veuve de la ramener sur le bon chemin, la tentation du gain facile lui tendait plus la main. Sur le virtuel, elle s'expose, faisant des mecs chics, des sex-potes, des partisans de partis en l'air en contrepartie. Pour cette séquence de Aïcha, donc que nous décrit Harmonie, notre artiste de la semaine qui est avec nous, sur le plateau du grand format. Alors face à la dimension que prennent les réseaux sociaux aujourd'hui, comment réussir l'éducation justement des filles? Alors, les réseaux sociaux sont partout, par terre, comme j'aime à le dire. Et ce n'est que par l'éducation, parce que l'éducation, c'est la première âme. C'est d'abord les parents à la maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, les préoccupations économiques font que ces parents-là, on a tendance à croire qu'ils abandonnent un peu l'éducation de leurs enfants. Mais on oublie que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain et que la base doit être assurée à domicile. Donc, c'est faire en sorte de maîtriser un tant soit peu quand même nos actions sur les réseaux sociaux, essayer de parler avec les enfants de sorte à ce qu'on n'aille pas aux dérives. D'accord. Vous êtes également experte dans la lutte contre, non pour la campagne Tolérance Zéro, mariage des enfants de l'UNICEF. Aujourd'hui, quelle est la situation? Alors, je peux vous dire quand même que la situation s'est beaucoup améliorée. Oui. Aujourd'hui, j'étais le 11 octobre avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et on peut certifier que près de 200 enfants quand même, près de 200 villages dans les départements du Borgou et de la Liborie sont exempts de mariage d'enfants. Donc pour moi, c'est déjà une grande réussite, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc la lutte continue. D'accord. Et comment utiliser justement le slam pour éduquer autrement les communautés? Alors c'est déjà par beaucoup d'actions. On s'est invité également mes collègues slameurs à également contribuer vraiment à sortir des textes qui puissent éduquer, parce que l'une des responsabilités de l'artiste, c'est d'éduquer sa communauté pour parvenir à un changement de mentalité et de comportement. Sèmeuse du bon son, oui, du bon sens,
de la sensibilité dans le sang. Oui. Comment peut-on résumer harmonie? Harmonie, c'est l'harmonie, c'est le nid de l'art relatif au mot. C'est celle-là qui dit, pour faire bouger votre mentalité, pour qu'il y ait forcément, pour que vous vous sentiez intéressé dans ce qu'elle dit, même si elle ne parle pas forcément de vous, vous devriez forcément vous sentir indexé et parvenir à un changement de comportement. D'accord. Harmonie, c'est aussi des ateliers de slam. Oui. Quelles sont les nouvelles? Alors, les ateliers de slam, il faut dire que quand même, à ce niveau, nous avons un peu baissé la garde parce qu'il y a le développement de la carrière qu'on est en train de... Mais quand les ateliers de slam, on nous sollicite quand même pour des ateliers de slam où c'est bien payant, on est là. Hein. Oui, oui. Voilà. Non. C'est de bonne guerre. Voilà. C'est de bonne guerre. Alors, on l'a déjà dit, Harmonie n'est pas une slameuse engagée, mais très attachée à la paix. Et si on donnait la paix? Oui. Et si on se donnait la paix? Et si on se donnait la paix? Oui. Donc, c'est la dernière ceinture de Harmonie. Oui. On va suivre une séquence et puis on revient sur ce plateau. D'accord. The world is in the basket because people no longer get along. Instead of building together hand in hand, we prefer to destroy each other by promising death. Le bon sang cesse de couler dans nos palabres et on préfère faire couler le sang en allant aux armes. Les hommes se déchirent entre eux juste pour des intérêts en jeu. Le fort refuse de faire de la place au faible, le faible refuse de se laisser faire et les deux se font la guerre oubliant qu'ils sont frères. Le chef n'écoute plus le peuple car ses intérêts l'aveuglent. Alors il s'en prend au peuple qu'il a pourtant élu, oubliant qu'il en fait aussi partie. Et si on se donnait la paix, comme on se donne la main, on peut tous le faire. Harmonie, et si on se donnait la paix, que va-t-il se passer? Si on se donnait la paix, on aurait un monde plus beau, on aurait un monde sans conflit, on aurait un monde sans guerre, on aurait un monde tranquille. D'accord. Et quelle relation le faible et le fort doivent-ils avoir normalement? Le faible et le fort doivent se sentir juste parce qu'on n'est pas fort éternellement. Alors le fort a des faiblesses et le faible aussi a des forces. Donc il faut pouvoir se dire que nous sommes les mêmes et faire en sorte qu'il y ait une complémentarité entre nos défaillances et nos qualités. D'accord, on va situer le contexte donc, dans lequel donc, le morceau est sorti. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix. C'est votre contribution justement? Oui, c'est ma contribution artistique. Comme je l'ai dit à l'entame, l'artiste est là également pour communiquer et éduquer sur les valeurs et donc on estime que en ce jour qui était le 21 septembre et qui est consacré à la commémoration de la paix, qu'il fallait également apporter une contribution artistique et voilà ce que ça donne. D'accord. Est-ce que vous avez pu voir déjà l'impact donc des messages que vous avez passés? Ah oui, assez parce que nous avons quand même eu de bons retours. Nous avons eu des leaders politiques, des leaders religieux qui nous ont fait des retours et qui ont vraiment aimé le clip et nous envisageons d'ailleurs l'étendre l'année prochaine de sorte à ce que ce même clip soit repris par des slameurs dans toutes les langues nationales du pays pour une véritable campagne. Vous n'êtes pas sans savoir que 2025 sera en tout cas un peu une année transitoire et voilà. Donc c'est communiquer assez et en faire un grand projet de campagne sur la sensibilisation à la paix. Et quel lien le dirigeant doit-il avoir avec son peuple justement pour le maintien de la paix? Vous l'avez dit dans le clip. Oui, le dirigeant fait partie du peuple et peut-être bien souvent on l'oublie, mais le dirigeant c'est le premier acteur du peuple et il fait partie du peuple. Donc il doit pouvoir être en parfaite harmonie avec son peuple, pouvoir identifier les besoins de son peuple et essayer d'y répondre même si on ne peut pas y répondre de fond en comble. D'accord. Et puis vous militez pour un monde uni et à jamais apaisé. C'est un devoir artistique pour vous? Oui, c'est un devoir artistique, c'est un devoir citoyen d'abord avant d'être un devoir artistique. Alors pour vous, la paix, est-ce que c'est l'absence de la guerre? Je dirais pas l'absence de la guerre, je dirais l'absence de conflit. Parce que même les guerres froides nous poursuivent même jusque dans nos chambres. Vous avez des couples qui sont en conflit, vous avez des enfants qui ne parlent plus avec leurs parents parce qu'ils sont en conflit. Donc c'est partout. Je n'irai pas parler de guerre parce que quand on parle de paix, beaucoup estiment que c'est beaucoup plus au sommet de l'État. Mais même à la base, nous avons des soucis, nous avons des conflits et il faille un monde équilibré pour y parvenir. Le Bénin est-il un pays de paix?
Je pense que jusque-là, le Bénin est un pays de paix et je prie pour que nous soyons toujours en paix. D'accord. Et après ce clip, quels sont les projets? Qu'est-ce que vous Alors, c'est déjà, comme je l'ai dit, l'étendre et nous sommes en train de préparer d'autres sorties. Nous sommes également dans le mois rose. Donc, nous avons quand même demandé à certaines structures de nous accompagner pour qu'il y ait également une petite sensibilisation artistique sur un projet qui parlera de la lutte contre le cancer du sein. D'accord. On va finir avec quoi? Et si on se donnait la paix ou Aïcha ou... Et si on se donnait la paix, puisque c'est le projet... Tout à fait, on y va. On y va. Le feu s'attise et il n'y a plus d'eau pour l'éteindre, car les hommes préfèrent perdre en laissant les cendres prendre le dessus des fagots de bois qu'ils auraient pu sauver des braises. La paix s'enfuit et la guerre se réjouit pendant que la terre pleure, parce que les hommes s'entretuent. Nous sommes tous des frères, et la terre, c'est notre mère. Quand nos pensées ne sont plus partagées, allons aux mots pour soulager nos divergences. Et même lorsque les langues se plaindront des dents, rappelons-nous toujours qu'ils se plaignent, mais que l'harmonie continue toujours entre les deux. D'accord. Harmonie. Toujours. En direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. C'est moi. Ce fut un plaisir de vous avoir par ici ce plaisir dimanche. partagé. D'accord, très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 13 octobre 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Arafat et cet Aparakou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.